Aujourd'hui, Fréquence Terre vous emmène dans le Finistère. Nous allons en Bretagne, Pointe-du-Raz, à la rencontre de Nicolas Guillou. Bonjour. Bonjour. Nicolas Guillou, vous êtes le patron d'une boîte de production, d'une société de production qui s'appelle Vent d'Ouest Distribution. Et nous allons parler de votre cinquième film. Vous êtes réalisateur de films, vous en avez réalisé jusqu'à présent quatre. Et aujourd'hui, nous parlons du cinquième qui vient de sortir, qui est distribué ce mois-ci, au mois de mars. Et nous allons parler de nucléaire, puisque c'est l'histoire que vous avez choisi de raconter. Vous êtes très ancré en Bretagne et c'est une histoire vraie. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires dedans, de toute façon, de la vraie histoire. Ouais. Voilà, alors ce cinquième film que vous réalisez, c'est donc il s'appelle Plogoff, nous serons toujours là. Plogoff 1980, nous serons toujours là. C'est l'histoire d'un village, donc Plogoff, qui est Pointe-du-Raz, dans la région, vous me dites si je me trompe, Allez-y, du Cap Sizun. tout à fait. Et on part à la rencontre d'un village qui s'est battu pour ne pas avoir une centrale nucléaire sur son territoire. C'est ça? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous pouvez nous brosser l'histoire de façon synthétique? Ah oui, on voit que en fait, tout commence dans les années 70 avec l'éveil environnemental. Et dans les années 76, ils décident de monter une centrale nucléaire hein, avec le gouvernement, enfin Mesmer, qui met en place un nouveau plan nucléaire énergétique. Et dans les années 76, Le Goff découvre qu'ils vont, dans le journal, qu'ils vont avoir en fait une centrale sur leur territoire. Et là, en fait, les gens se lèvent hein, avec des mouvements environnementaux, mais aussi simplement des pêcheurs, des agriculteurs, hein, pour pas avoir ce projet-là sur leur territoire. Et moi, je retrace la période des mairies annexes des années 80, où le gouvernement vient faire l'enquête publique sur Plogoff. Et là, les mairies leur sont fermées. Ils sont obligés de mettre des camionnettes en place pour pouvoir valider l'enquête publique. Alors vous, vous êtes un enfant du pays et vous l'avez vécu en quelque sorte, cette histoire. Donc Alors, vous avez voulu revenir dans le passé et raconter cette histoire que vous avez vécue en partie. oui, il faut voir que moi, je suis costard-mauricain, je suis dans les Côtes d'Armor. J'avais une bonne dizaine d'années quand les événements se sont passés. Et j'ai vu ça arriver par le biais de la télé, et notamment France 3, qui nous diffusait les premières images de femmes qui étaient là. Parce qu'il y a, le combat a été mené beaucoup par les femmes, parce que les hommes travaillaient, étaient beaucoup en mer ou sur la terre, quoi, en tant qu'agriculteurs. Et le début, ce qu'on voit, c'est des images de femmes qui disent non à ce projet et qui disent oui à une autre manière de vivre et surtout qui ne voulaient pas que cette centrale s'installe sur leur territoire, au Cap-Suzin, quoi. Donc Alors, moi, je vois des gens qui correspondent à ma mère, à ma grand-mère, à ma sœur, et qui se lèvent et qui me montrent qu'on peut dire non à un État sur des projets qui ne correspondent pas. alors, au départ, vous m'expliquiez, puisque nous avons un peu préparé cet entretien, que on n'est pas sur la problématique pure du nucléaire, c'est-à-dire que les dangers du nucléaire ne sont pas forcément évoqués au début de cette mobilisation, mais c'est un problème d'urbanisme et les personnes, les habitants de Plogoff ne veulent pas voir fleurir une centrale nucléaire au milieu de leur paysage, qui est un paysage remarquable et sauvage. Puis il y a un élément très important, c'est que les Bretons, en Bretagne, on est très attachés à notre territoire. C'est qu'il y avait un déracinement qui allait se produire, c'est-à-dire qu'on allait enlever des gens qui vivent là depuis des décennies, on allait les mettre ailleurs. Mais ça veut dire mettre ailleurs, c'est mourir demain, quoi. Alors, très attachés à leur terre, eux, ils veulent pas partir. Déjà, c'est non. Et surtout qu'ils apprennent en 76 dans le journal que la centrale va se faire. Il n'y avait même pas eu de rencontre et tout ça avant. Le maire même l'apprend. Après, la deuxième étape, c'est que les gens apprennent à enfin, apprennent le nucléaire, apprennent ce que c'est le nucléaire. Parce que là, ils se rendent compte que la centrale, c'est pas simplement un déracinement, mais ça va complètement engluer le cap dans quelque chose qui va être trop fort. Et en fait, ils pourront plus du tout profiter de leur terrain, quoi. Alors là, c'est une révolte complète, quoi.
Alors, on va regarder tout de suite un extrait. Enfin, c'est la bande-annonce du film. Oui, mais on parle de centrale nucléaire, là. Si le réchauffement de l'eau est primordial pour vous, il semblerait que la radioactivité soit sous-estimée. Ils vont avoir du mal à nous déloger. Alors, au GFA! Vous avez pensé à ce que la centrale pourrait peut-être nous apporter? Personne ne me mettra dehors! Faut rester solidaires! Ensemble! T'es reporter? On y va. John? Allez, dégagez! Oui, c'est ça, On a tout là! Ça va vraiment les foutre dans la merde. Ça devrait faire son effet. Tout ça, c'est n'importe quoi! Alors t'accuses pas Jeanne! Sinon tu sais où je vais te le foutre, mon poing? Dans la gueule! Il y a toujours des pauvres types qui marchent à l'envers, ça me dégoûte. Je vais prendre l'air. Le grand air. Laissez passer la démocratie! Marie! Viens! T'es heureuse ici? Ouais. Moi aussi. Donc, comme on le voit dans cet extrait, il y a, ce projet est loin de faire l'unanimité. Donc, on en a parlé un petit peu dans l'introduction, mais les gens se mobilisent et on voit qu'il y a des déchirures au sein de la population. C'est-à-dire on est quand même sur un petit village. Si on l'agrandit à la région alentour, bon, on est à quoi, 2000 habitants peut-être qui sont concernés, Ouais. plus. Ah, le village Plogoff, c'est 2300 habitants à peu près à l'époque. D'accord. Donc, là, aujourd'hui, je regardais, il n'y en a plus que 1000. Ouais. Les gens sont partis, mais ça, c'est l'urbanisation qui a fait que tout le monde partait vers les villes après. Donc, je parlais des déchirures au sein de la population. C'est quelque chose que vous avez constaté. Comment vous l'avez monté, ce film? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de le mettre en route et comment vous en êtes arrivé à sa réalisation? Bah, vous voyez, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est que ces mouvements, en fait, populaires, moi, quelque part, ça me grandit. Je ne parle pas, en fait, de la cause, mais déjà des gens qui se mettent en mouvement. Donc, j'étais très interrogatif par rapport à ça pour comprendre le pourquoi. Et du coup, effectivement, je me suis vite aperçu que le nucléaire, il y a deux choses. Il y a soit on l'adopte pas, et dans sa problématique, hein, mais là-bas, il y avait des gens, on est au Cap, on est au bout du monde, en fait. Voilà, là où tout commence, hein, ce qu'ils aiment à dire. Mais c'est vrai que là, il y a des gens aussi qui ont besoin de travailler, qui disent, bah, nous, on nous promet des métiers, on nous promet de l'argent, on nous promet de l'infrastructure, et on dit oui à la centrale. Et il y a eu des déchirures qui sont nées à l'intérieur même des familles. Et quand moi, je me suis approché d'eux directement par d'abord l'approche vers les maires des communes avoisinantes des Plogoff. Ils m'ont dit, oh là là, là, attention, c'est encore très chaud, on ne veut plus en parler, comment vous allez traiter le sujet? C'était pas forcément bienvenu au départ. Et après, j'ai expliqué ma démarche, que moi, en fait, je me plongeais à l'intérieur des Plogoffistes pour voir comment on pouvait vivre de l'intérieur une telle lutte, un tel engagement. Des deux côtés, hein. Donc, ils ont très, ah ouais, d'accord, on n'est pas sur de la castagne, on n'est pas sur du frontal. Donc, c'est intéressant de voir humainement comment on se grandit à l'intérieur d'un projet comme celui-là, à l'intérieur d'une lutte. Pour ses enfants, pour soi-même, mais aussi pour ses parents qui sont là encore sur le territoire. Et là, les gens m'ont dit, quand j'ai commencé les rencontres publiques avec des gens de Plogoff, c'était très chaud parce qu'on avait des gens qui se mettaient à pleurer, parce que, notamment chez les femmes, parce que il y a eu une guerre psychologique quand même qui s'est installée. Il y a eu un impact très fort. Et les hommes, moi, je me suis fait un petit peu engueuler parce que ils disaient non, nous, on veut plus, vraiment, on veut plus en entendre parler. Je leur ai expliqué que moi, costarmoricain, donc à 200 km de chez eux, j'avais vu ça comme une force, c'est pas du tout comme un déchirement, une faiblesse ou quoi que ce soit. Ça m'avait vraiment grandi dans mon processus même de création, même en tant qu'homme, en tant qu'humain, et de voir ces gens-là comme moi, des ruraux, se lever. Ça veut dire que
tout était possible dans ce monde et qu'on peut se lever pour des choses dont on en est convaincu, quoi. Et c'est ce qu'on appelle pour moi la vigilance démocratique. J'ai trouvé ça formidable. J'aurais expliqué ça et ils m'ont dit, OK, on va t'aider. Et puis là, ils m'ont aidé et on a fait le film ensemble. Donc, ça n'a pas été tout de suite adopté. C'est-à-dire que 40 ans plus tard, on a encore les plaies sont ouvertes. C'est un sujet qui est resté sensible. C'est pour ça que vous avez dit, nous serons toujours là. Complètement. Je crois que ce qui est important, c'est que vous voyez, dans ce genre de lutte, on voit encore, il y a des luttes qui sont présentes hein, partout sur le territoire. On parle encore du nucléaire. Mais ce qui est important, c'est de montrer que c'est très important d'avoir en fait cette vigilance, que ce soit sur le nucléaire ou d'autres formes, sur des mouvements antidémocratiques, quoi, ou un État très étatique. Et ça, c'est vrai que on voit en Bretagne notamment, c'est une particularité. Moi, je suis breton, mais je regarde le monde comment il vit, hein, bien sûr. On s'aperçoit que à chaque fois qu'il y a eu un mouvement, même par exemple les portiques qu'ils ont voulu nous installer pour les transports, les bonnets rouges se sont levés, eh bien, on a dit non, quoi. Et il n'y a pas eu ça, quoi. On trouvait ça tellement injuste. En fait, ce qui est important, c'est de montrer que l'humain sera toujours là et qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Faisons attention, à nous d'être vigilants, mais aux États aussi de le comprendre. On ne peut pas faire des choses comme ça sans avoir une démarche démocratique. C'est ce qu'on défend en France. Eh bien, il faut le montrer, le démontrer, et à nous d'être vigilants sur ce vacillement par moment, quoi. Alors moi, votre film, il m'a fait penser, ou la mobilisation, en tous les cas, des habitants de Plogoff et de la région là-bas, m'a fortement fait penser à Notre-Dame-des-Landes. On est un petit peu dans le même scénario. C'est une ZAD qui s'était installée. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas très loin en plus de Plogoff, on va dire géographiquement. Donc il y a un écho historique qui est très fort. Et ce qui est incroyable dans la lutte de Plogoff, c'est qu'elle a été marquée dans l'histoire et par l'histoire par ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent une lutte positive. Notre-Dame-des-Landes, ben, c'est vrai que c'était beaucoup plus frontal. On a vu, c'est grave, je sais plus s'il y a eu des décès ou pas, mais on s'aperçoit que les luttes sont devenues, c'est vraiment des petites guerres, quoi. Quand on voit comment sont habillés les gendarmes et même les manifestants, on sent que déjà on part pour l'affrontement avant que ça arrive. Et ce qui est assez drôle dans ce moment-là, c'est drôle, c'est pas le terme qu'il faudrait, mais ce que je veux dire, c'est on s'est rendu compte qu'à un moment donné, dans Notre-Dame-des-Landes, il y a des groupes qui avaient carrément nommé leur groupe là-bas, Plogoff. En fait, pour rebondir sur la lutte positive qui avait été Plogoff et pour essayer d'amener les gens à une hyper positivité et puis donner de la force à leur mouvement, quoi. Oui, Les gens montrer de Plogoff qu'on n'étaient peut pas s'en trop sortir d'accord. par le haut, oui. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut trouver de la motivation, faut arriver à fédérer des mouvements. Et puis, ce qui était formidable dans la lutte de Plogoff, même si c'était à la fin, on arrive, les gens se disent, waouh, je pense que s'ils avaient continué, peut-être que ça aurait été beaucoup plus frontal et on aurait pu avoir des morts. Parce qu'on a retrouvé des choses incroyables quand même. On expliquerait peut-être tout à l'heure, mais en fait, on s'aperçoit que l'empreinte d'une lutte positive, eh bien, dans les luttes actuelles, c'est une recherche permanente. Et pour ça qu'aujourd'hui, Plogoff, 44 ans plus tard, est toujours vivant. Cette lutte est toujours vivante dans les esprits parce en fait, elle est représentative du possible. Et ça, c'est fort, quoi. Alors, je voudrais revenir sur le combat. C'est-à-dire qu'au départ, vous m'expliquiez que on était plutôt sur un problème d'urbanisme où que les gens ne souhaitaient pas être déracinés de chez eux parce que l'implantation d'une centrale, c'est assez gigantesque. Ils ne voulaient pas voir de béton arriver. Certains, ils voyaient une opportunité parce qu'ils allaient pouvoir peut-être avoir du travail et être embauchés sur place avec la mise en place d'infrastructures qu'on connaît quand une centrale s'installe. Mais vous m'aviez dit aussi que les, euh, les habitants ont découvert tout doucement, parce qu'ils n'étaient pas partis sur ce fait-là au départ, ils ont découvert les dangers que représentait aussi l'énergie nucléaire. Complètement. Quand la population a commencé à mettre son nez dans les dossiers et tout ça, ils ont remarqué déjà quelque chose qui les a vraiment énervés, c'est que dans les rapports de préfecture, et c'était marqué comme ça, et les rapports d'EDF, que
En fait, ça allait être simple parce que la population, bon, elle est pas très informée. Ça va être simple d'installer en fait une centrale là-bas. Ça parce que c'est le nucléaire. Globalement, un petit peu, on sentait que c'était des abrutis. C'est ça qu'on était en train de nous dire. Là, ça a énervé tout le monde et effectivement, ils se sont en fait organisés pour former des comités locaux d'information sur le nucléaire ou les comités régionaux d'information sur le nucléaire. Et ces clins ou ces crins, en fait, ont organisé des rencontres pour informer la population. Et il y a eu des ingénieurs qui sont venus leur expliquer ce que c'était, en fait, le nucléaire et la dangerosité du nucléaire qu'ils pouvaient rencontrer sur leur territoire. Et là, en fait, la population, comme effectivement, c'était pas du tout ce que la préfecture voulait faire comprendre, elle s'est rendue compte que non plus ils n'allaient pas que mettre du béton sur la côte parce que c'était magistral. Et les architectes d'EDF se disaient, mais oui, mais vous vous rendez compte, c'est magnifique, le béton qu'on va mettre, on va faire une infrastructure incroyable, il n'y a pas ça dans le monde. Il faut un site qui soit aussi majestueux que la majesté de cette structure. Vous voyez un peu, c'est un peu fou, quoi. Et après, il y avait cette dangerosité qui était là. Là, les gens ont dit non, c'est nous. En plus, il n'y avait pas d'études. Il y avait des préétudes qui étaient faites. Et on sentait que EDF voulait absolument aller très vite pour que virer les gens et puis installer ce projet-là. Mais du coup, il y avait beaucoup de désinformation et les gens ont appris quand même à s'informer par eux-mêmes, quoi. Et ça a été une grande chance et une grande force pour eux, quoi. Oui, ça a renforcé l'idée qu'il fallait engager cette lutte. Oui, puis on pouvait pas leur parler de n'importe quoi. Quand on leur disait qu'effectivement que cette centrale, il n'y a pas de souci, bon, qu'il allait un petit peu avoir du réchauffement de l'eau, de la mer et tout ça, les gens se sont rendus compte, mais arrêtez de nous dire n'importe quoi, puisque vous imaginez, moi, marin pêcheur, on sait très bien qu'on n'achètera plus mes poissons, même si vous nous garantissez que c'est bon. Non, c'est clair. Moi, je suis agriculteur. Vous n'achèterez plus ma production, mes pommes de terre, tout ça, c'est foutu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des terrains de tennis, des piscines. Oui, mais c'est pas ce qu'on cherche. Et puis, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc, y avait, ils étaient complètement à côté de la plaque, les gens d'EDF, à leur proposer quelque chose qui ne leur correspondait pas. Et puis, ils ont cru que rouler les gens dans la farine. Non, non, il y avait des gens, heureusement, vous savez, il y avait beaucoup de marins de commerce, il y avait beaucoup de gens instruits, et c'est monté très, très vite. Donc, les gens n'ont pas eu de souci à apprendre et dire, hop là, nous raconter n'importe quoi. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui est écrit derrière vous. Nous serons toujours là. Comment vous analysez la situation aujourd'hui? Ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, faut toujours être là. On le voit, la population est toujours là. Et vous vous rendez compte qu'il y a 44 ans, on parlait comme vous le disiez tout début, d'un petit territoire. On parlait d'une région, on parlait d'une nation. Et maintenant, 44 ans plus tard, on parle d'une planète, de l'environnement. Et moi, par exemple, humainement, je me dis, mais comment ça se fait que j'ai pas vu passer les choses? J'ai des enfants, je me suis posé la question, effectivement, de leur avenir. Mais c'est dingue, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les propositions qu'on nous fait sur l'environnement, ça n'a pas beaucoup changé. Moi, je suis en mal de réponse. Ils m'apportent pas les réponses. Je suis pas un scientifique, enfin, je suis un scientifique, mais pas un technicien, parce que j'ai fait des études informatiques et du coup, le nucléaire, je connais pas, j'attends des réponses. Mais je m'aperçois qu'en fait, vous voyez, Flamanville qui doit passer en EPR, c'est pas encore fait. Il y a une maîtrise qui n'est pas assumée. On voit les chantiers sont colossaux, coûtent des fortunes. On s'aperçoit que c'est retardé. Ça veut dire que, pour moi, tout simplement, qu'il n'y a pas encore une maîtrise. Je peux me poser la question sur cette maîtrise technique. C'est que si on recule à chaque fois les chantiers sur des sommes comme ça, c'est que nos spécialistes, s'ils se posent des questions, moi, je suis en droit de me poser des questions puisque c'est fait aussi avec mon argent. Mais c'est vrai que je m'aperçois que ça a été une vitesse incroyable et la planète aujourd'hui, tout le monde le dit, elle est en danger, il y a quelque chose. Et vous vous rendez compte que les sujets de territoire ne sont pas encore réglés. Alors, on en avait parlé un petit peu dans les préparations de cet entretien.
euh, où je faisais l'analogie, j'ai pris quelques renseignements, je suis allé voir, je suis tombé sur un documentaire un petit document fait par Le Monde, où on voit, je vous parlais à ce moment-là d'Emmanuel Macron, et je me souvenais plus de la date, qui avait annoncé qu'il allait restreindre drastiquement la part du nucléaire sur notre territoire. Et en fait, j'ai retrouvé la date, donc c'est 2018, où en 2018, Emmanuel Macron annonce la fermeture de 14 réacteurs nucléaires à l'horizon 2035, et il annonce qu'il va tenir cet engagement de réduire le parc du nucléaire de 50%. Et puis, c'est pour ça que le document du Monde est bien fait, c'est qu'on voit l'évolution du discours, puisque 3 ans plus tard, Emmanuel Macron enterre cette proposition où il disait « je tiendrai cet engagement ». Et en 2021, il annonce le retour de la grande aventure du nucléaire civil, donc une promesse qui a fait long feu. Donc on peut se poser effectivement la question de savoir comment on va s'en sortir. Ça veut dire que là, il est question de remettre en œuvre des nouvelles centrales, de nouveaux EPR. Et vous venez de le dire, c'est pas la joie côté sécurité. Et, la technologie ne semble pas aboutie puisque EDF ou Areva, comme on veut, se permettent d'aller vendre cette technologie à l'étranger. Elle est aussi peu efficace qu'en France. Ouais, c'est un vrai problème. Et puis, alors, du coup, on s'aperçoit que la parole politique, c'est quand même elle qui nous engage. On vote pour eux, et c'est terrible, c'est que le cahier des charges n'est pas tenu tel qu'on nous a dit au départ. Moi, c'est vrai qu'en tant que concitoyen, je me pose des questions parce que ils nous reprochent que effectivement, on va de moins en moins, on se prononce pas dans les urnes, au niveau des urnes et tout ça, mais c'est très compliqué parce que moi, quand je vais voter maintenant, je me dis, est-ce que le schéma que je voudrais, moi, pour ce monde, est-ce qu'ils vont le tenir? On s'aperçoit qu'il y a un désengagement total. Alors aujourd'hui, c'est un désengagement dans la vision politique. Est-ce que ce qu'on nous dit techniquement sur ce qu'on nous propose énergétiquement parlant, c'est valable? Il n'y a plus de croyance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est très compliqué de croire dans quelque chose, surtout dans des projets colossaux comme l'environnement. Il y a un deuxième problème, c'est que le coût de l'énergie. Moi, je suis consommateur d'énergie parce qu'en fait, vous voyez, je fais du cinéma. Quand je vais défendre des films dans les salles, on parle environnement. On est très contradictoire puisqu'on a besoin d'énergie. L'énergie, c'est pas qu'on n'en veut pas, c'est surtout la manière dont on la construit. Et ça, c'est important. Et en plus, le coût, au prix où on la paye, moi, je n'arrive pas à comprendre que l'engagement financier qui a été demandé à mes parents, qui nous est demandé maintenant aujourd'hui, qui nous sera demandé demain pour nos enfants, c'est que du coup, il faut tout remettre en question. On a un parc, voilà, qui était à 50%, on n'avait plus d'énergie. On voit que c'est lié maintenant très largement avec le réchauffement climatique. Donc, il y a des baisses de niveau d'eau qui ne refroidissent plus en fait les centrales. Et aujourd'hui, on nous dit on va en construire d'autres, des mini-centrales, parce que peut-être ça fait moins peur. Mini-problème, je suis pas sûr. Et puis mini-engagement, c'est une parole, c'est pas parce qu'à 50%, globalement, il nous dit, ben, c'est mini. Donc je peux me permettre de vous remettre des centrales parce que c'est pas des grosses. Je dis, mais arrêtez parce qu'on n'y croit plus, quoi. Je dis, quelle solution vous allez nous apporter? Vous parliez très justement tout à l'heure vous voyez, du nucléaire civil. Mais le nucléaire civil, quand on va en Ukraine, il est au milieu de la guerre. Et mine de rien, et c'est un souci, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler peut-être d'une troisième guerre mondiale. On est en droit de se poser où est la place du nucléaire dans tout ça. Je parle pas de la force de dissuasion, mais je parle par exemple le cap, tout simplement que ce secteur-là, si c'est pas très large, eh bien c'est clair que il y aura eu un terrain sécurisé beaucoup plus large et on n'aurait plus accès du tout à ça. Mais c'est simplement pour montrer que la géographie aussi change avec la géopolitique. Enfin, tout ça, c'est lié. Et il n'y a toujours pas de réponse. Et le pire, c'est qu'ils nous amènent à ne plus y croire dans leurs paroles. Alors, quand ils nous proposent des solutions énergétiques, vous voyez, les éoliennes, c'est un souci. Moi, je suis pas technicien, mais je me dis, on voit que
voilà, quand on fait le bilan carbone d'une éolienne, c'est hallucinant, quoi. Voilà, Alors ça justement, apporte. je voulais en parler avec vous. Vous me devancez. Si on annonçait aujourd'hui que une entreprise, je ne sais pas laquelle, hein, EDF peut-être, installe, ou Total, puisqu'ils se sont lancés dedans, voudrait installer un parc éolien à côté de Plogoff ou une centrale photovoltaïque qui monopoliserait des terres. Est-ce que vous pensez que la mobilisation serait aussi intense? Est-ce qu'elle serait aussi intense d'abord dans les faits et puis après que le nucléaire? Alors, d'une part, ils sont assez malins parce qu'en fait, comment maintenant, il y a la loi du littoral, donc qui l'empêchera de toute façon parce que c'est protégé maintenant. Alors, c'est marrant parce que c'est pendant Giscard, je crois qu'il y a eu un Giscard qui a mis les centrales en place, enfin le plan avec le gouvernement Mesmer, mais Giscard qui succédait à ça, et du coup, on revient sur une loi du littoral et nous empêche ce cas de figure. Mais je pense que vous voyez, à côté de Saint-Brieuc, il y a un parc éolien en mer qui s'est installé. Ça a été un gros problème pour les marins pêcheurs. Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que je trouve que le débat démocratique autour de l'énergie, il est pris à l'envers. C'est-à-dire qu'on travaille maintenant, on propose des solutions à court terme. C'est exactement ce que nous donnent les politiques, c'est qu'ils font de la politique à court terme, en fait, on a une couverture énergétique qui se fait par mandat. Donc, on s'aperçoit qu'on va chercher des solutions sur des endroits où ça peut un peu marcher, mais aujourd'hui, ce qu'il faut trouver une solution, c'est une solution globale. C'est pas une solution ponctuelle sur des endroits et tout ça. Je pense qu'on a des ingénieurs et la population est prête à réfléchir ensemble, je pense, avec des gens, mais qui sont compétents. Mais le souci, c'est que on est sur des oppositions. C'est dur de réunir en fait la population et l'État. Ils se sont mis en opposition. Et tout ce qu'il y a au milieu, il y a une distance il y a une fracture qui est telle que je pense que on va au combat parce qu'on veut montrer qu'on veut plus être pris pour des cons, excusez-moi du terme, mais c'est vrai que à un moment donné, il faut être beaucoup plus sérieux que ça. C'est un engagement, qui est primordial même sur l'humanité, hein, on peut dire. Hein. C'est vraiment des choses à court terme. Et je pense que l'énergie éolien ou photovoltaïque, moi, j'ai l'impression que mon entourage aussi, les gens avec qui je discute, que je rencontre dans les salles, que c'est encore une solution à court terme. C'est pas, vu le besoin énergétique qu'on a, c'est pas forcément la solution. Alors, sur un territoire, accepter ça pour quelques dizaines, décennies, je sais pas si les gens sont prêts à ça. Et voilà, ils ont peur en fait, ils ont peur, ça c'est sûr. Alors, on va clore la discussion sur votre film. Enfin, pas tout à fait, puisqu'on va encore en parler, mais sur la problématique du nucléaire et de l'implantation. On va s'intéresser à où est-ce qu'on va trouver votre film et où est-ce qu'on va pouvoir aller le regarder. Alors là, on est en période d'avant-première, donc l'idée c'est de lui donner un socle assez solide. Il sort beaucoup en Bretagne. Donc il y a plein d'associations sur l'environnement qui sont très intéressées par le film, déjà parce qu'il existe et il remet en place la mémoire. Et du coup, nous on va avancer doucement avec le film. C'est pas un film, vous voyez, qui va inonder le marché français, les salles françaises. Il va avancer doucement avec les gens, avec les associations, avec les gens voilà, on avance doucement, on va sortir du territoire. Il sort le 27 mars et on va l'accompagner. Parce qu'en fait, nous, on est une petite structure, les localisations, c'est bien, la décentralisation, c'est formidable, mais par contre, on manque énormément de moyens de communication. Donc, plus on va en parler, le bouche-oreille fonctionne, mais il va avancer doucement. Alors, je le disais en introduction, vous n'en êtes pas à votre premier film. Le dernier, c'était le réseau Shelburne, c'est ça? Shelburne, voilà, ouais. Shelburne, c'est Un réseau de un réseau de résistants installé en Bretagne. Vous nous racontez ça pendant la guerre 39-45. Ouais. Comment ça avait fonctionné, cette distribution avec ce film? Est-ce que vous calquez ce qui a été fait ou est-ce que vous inventez quelque chose de nouveau?
En fait, c'est marrant parce qu'en fait, vous voyez, la résistance, je pensais pas faire un autre film sur la résistance, mais les gens sont très sensibles en tout cas à leur histoire. On aime bien, en fait, y créer une fiction à l'intérieur sur une base historique. Parce qu'en fait, ça élargit, en fait, le champ et les salles, notamment, aiment beaucoup ce genre de film parce que ça permet de rencontrer un autre public. On n'est pas sur un public purement militant, vous voyez ce que je veux dire? On est sur un public qui veut apprendre par son histoire pour se poser des questions. Le film, il pose une question. Il n'est pas là pour apporter une réponse, il est là pour nous mettre en question. Et donc, on utilise effectivement, c'est pas tout à fait le même réseau commercial. Il est beaucoup plus large que, en fait, le sujet sur la Seconde Guerre mondiale. Mais on utilise un système, effectivement, qu'on appelle de niche, entre guillemets, mais c'est des gens où les sujets les interpellent, quoi. Et la grande difficulté, vous voyez, c'est qu'on croit que bon, ben, on est roi chez soi, mais pas du tout, puisque nous, effectivement, le Shelburne avait été happé par le Covid, et quand j'ai fait, en fait, donc on s'est arrêté en pleine programmation. Et là, quand on a monté Plogoff, vous voyez, je pensais être aidé par notre région Bretagne, mais c'est un sujet qui des fois dérange un peu, puisque le comité de lecture a trouvé que ça allait desservir l'histoire de la Bretagne. Moi, je pense que ça grandit en fait les régions, ça grandit l'humanité de montrer que la démocratie, eh ben, on y est vigilant, quoi. Et vous voyez, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on se retrouve dans des économies très très difficiles, mais ça n'empêche pas d'avancer. Nous, en fait, enfin, bien sûr, hein, plus on fera de rentrée, mieux ce sera. Mais en fait, on n'est pas des grosses machines qui vivent à crédit. Aujourd'hui, 1 euro rentré, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réinvestir après. On n'a pas de remboursement. Donc, on est en sécurité pleine, si je peux dire. On est tranquille, avec une envie de défendre ce projet-là, et puis une force vive qui s'installe. C'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. On a un très bel accueil dans les salles. On fait pas mal de salles combles. Jusqu'à présent, voilà, les salles sont pleines, hein, même on refuse du monde. Et c'est plutôt bon signe. Et les gens l'accueillent. Et ce qui est formidable, c'est que les gens viennent avec leurs petits-enfants, les grands-parents, les parents. Et c'est en fait un sujet transgénérationnel dont on peut échanger. Et on peut échanger sur l'énergie, sur la vigilance démocratique, encore une fois, mais tout ça. Comme nous le faisons là maintenant, oui. Exactement. Et ça, c'est une grande, grande force, quoi. Donc le film fonctionne et fonctionne est bien parti. Donc on croise les doigts pour qu'il continue bah, sa traversée sur le pays, hein. Où est-ce qu'on peut trouver les salles quand c'est disponible? Alors un peu, on a la Bible un peu du cinéma, c'est allociné.fr. Voilà, tout simplement. Oui. Et voilà, je me permets de leur dire, mais parce que c'est bien foutu, et du coup, vous pouvez trouver les dates, et il y a notre site, c'est vodistribution.fr. Et également, on a une page Facebook, pardon, on suit notre actualité, c'est Plugoff 1980. Et là, on échange avec le public. Voilà, et puis moi, je relayerai bien entendu tous les liens vers la possibilité d'aller visionner votre film. Puis je suppose, il nous reste 2-3 minutes, que comme tous les autres, à un moment donné, vous allez le sortir en DVD, qu'on pourra l'acheter sur votre site. Exactement, il sera en VOD également, donc on pourra l'acheter à la demande. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Moi, je fais partie de l'association de réalisateurs et de producteurs où on a une plateforme, l'ARP, où on pourra diffuser le film et ça va se structurer comme ça. Mais on arrive à faire voyager nos films, hein, juste pour le petit clin d'œil. Vous voyez, Shelburne, qui était une photographie d'un des réseaux d'évasion, l'un des plus grands réseaux d'évasion par voie maritime de France. Et là, ce qui est assez incroyable, c'est que la Corée du Sud a acheté le film. Et donc, on arrive à faire voyager, ce que je veux dire, notre histoire. Et Plogoff, qui n'est pas simplement un sujet de territoire, mais un sujet qui a interpellé même le monde entier. Il y avait un regard sur Plogoff. Eh bien, j'espère qu'il va prendre son envolée et de rappeler que ben, cette vigilance et ces luttes-là sont importantes. Eh bien, Nicolas Guillou, merci. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle donc aux auditeurs et maintenant ceux qui peuvent le voir en vidéo de Fréquence Terre que c'est votre 5e film. Il s'appelle Plogoff 1980, nous serons toujours là. Une histoire de résistance nucléaire à la pointe du Raz. Le film sort donc en salle, dans toutes les salles possibles, je l'espère,
le 27 mars. Et peut-être aurez-vous la chance de tomber sur une avant-première dès maintenant. Merci Nicolas Guillou, à très bientôt. Merci à vous et à très bientôt et peut-être dans les salles. Merci. Au Tout à revoir. fait.